Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires d'avril. Et oui déjà, qu'est-ce que le temps passe vite. Et je vous avoue qu'il y a de très jolies choses qui sortent en avril. Alors j'essaie de me restreindre à 10 titres, mais honnêtement j'aurais pu en mettre 15 ou 20, mais vous me connaissez. Comme d'habitude, ces vidéos sont vraiment évidemment non exhaustives, il n'y a pas tout ce qui sort, et heureusement, parce que c'est pas forcément un type de vidéo que j'ai envie de faire. Moi je vous présente uniquement les titres qui m'ont tapé dans l'œil à titre personnel, pour vous montrer parmi tout ce qui sort, les choses qui vraiment ont retenu mon attention et qui ont réellement retenu mon attention. C'est pas juste ça a l'air sympa, j'ai vu la couverture, c'est que vraiment, du coup, j'exclus les suites de séries où je ne suis pas à jour et j'essaye de ne pas mettre des livres où par exemple j'ai déjà 2 livres de l'auteur que je n'ai jamais lu dans ma bibliothèque et j'évite de remettre des choses comme ça. Tout ça pour dire que n'hésitez pas à aller voir d'autres créateurs de contenu pour avoir des goûts différents parce que évidemment chaque liste représente les goûts propres de la personne. C'est pour ça que moi c'est une espèce de wishlist, une vitrine que je vous partage pour peut-être vous donner des idées. Le premier livre qui m'a vraiment tapé dans l'œil, il sort le 3 avril chez les éditions Sonatine. Ça s'appelle Le Livre des Portes de Gareth Brown et vous allez comprendre pourquoi je suis très intéressée par ce titre. Vous le savez si jamais vous regardez ma chaîne depuis un petit moment, tout ce qui est voyage temporel, spatio-temporel et compagnie, ça a tendance à me passionner, mais genre me passionner, j'adore ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est vraiment un sujet qui en général tape toujours au bon point. Voilà, c'est toujours des livres que j'adore en général. Il y en a juste un où je sais que j'avais une lecture un peu mitigée, mais c'est parce que c'était de la romance contemporaine, young adult, et du coup je pense que c'était juste le style qui me convenait pas, mais tout ce qui était aspect autour du voyage dans le temps j'avais adoré. Donc bref, je l'ai vu. J'ai fait, lui, je l'achète. En fait, c'est l'histoire de Cassie qui travaille dans une librairie. Un de ses clients réguliers, c'était un vieux monsieur qu'elle aime beaucoup, qui est chou, enfin voilà, elle est attachée à lui. Et un jour, il va aller dans sa librairie, il va faire un malaise et il va malheureusement mourir. Or, à côté de lui, va être retrouvé le livre des portes, qui est un présent qu'il allait lui donner, c'était quelque chose qu'il voulait lui transmettre. Et en fait, c'est un livre qui permet de voyager dans le temps et l'espace. Et en fait, chaque page s'ouvre sur un endroit et une époque différents. Donc avec sa colocataire, elles vont commencer à explorer le monde, le temps et compagnie jusqu'au jour où des personnes tentent de voler ce livre et vont les pourchasser et je pense avoir plus, ça a l'air juste excellent. Ça je vous le dis, je vais l'acheter mais très rapidement. J'attends qu'il sorte, j'ai une cagnotte Gibert qui m'attend. Je passe la commande dès qu'il sort. Direct. Le 3 avril également, mais cette fois chez Gulfstream, va sortir le premier tome d'une saga qui s'appelle À la recherche de l'esprit renard. C'est écrit par Alix Godot-Nierme et dans mes souvenirs de ce qu'on nous avait présenté à Montreuil, c'est un roman qui va être énormément dans l'inspiration Ghibli. Déjà, pour moi, je trouve que la couverture, elle en dit long. Je crois que dans cet univers, vous avez un petit peu 2 types de créatures. Celles avec des yeux blancs qui tentent de posséder leur proie et celles aux yeux gris qui sont les seules à pouvoir les combattre. Et en fait, notre héros, je crois qu'il a un œil blanc, un œil gris. Et du coup, vu qu'il n'a pas les 2 yeux gris, il ne peut pas devenir ce protecteur, ce guerrier. Alors je vous avoue que j'ai plus énormément de souvenirs de tout ça parce que c'était quand même en décembre qu'on me l'a présenté, mais je sais que j'avais eu un retour j'en ai un souvenir vraiment très positif. Entre ça et l'esprit Ghibli, je pense que ça pourrait vraiment me plaire. En plus c'est très axé sur l'écologie, la nature et compagnie. Pour le printemps ce serait super. Donc voilà, je vais voir si je me le procure, il y a de grandes chances, mais en tout cas il va être sur ma wishlist, ça c'est sûr. Le 3 avril, toujours mais chez Nami, va sortir La fille du bus 88 de Freya Sampson. Je l'ai évidemment en physique puisque, comme je vous l'ai longuement dit au fil des vidéos, je suis partenaire Nami cette année, donc je l'ai lu en épreuve non corrigée il y a quelques temps et je l'ai adoré. Franchement, je vous le conseille mais vraiment grandement. C'est un de mes préférés, je l'ai trouvé super mignon et ce qu'il y a un trope que j'aime beaucoup, c'est le duo entre la jeune excentrique et la personne âgée. Je trouve que c'est vraiment un duo en général qui est hyper chouette. Et là c'est encore un petit peu cette histoire puisqu'on suit en fait une jeune fille qui est un petit peu perdue dans sa vie et un jour en prenant le bus elle va parler avec un vieux monsieur qui va lui raconter qu'il avait eu un coup de foudre il y a de très nombreuses années dans la ligne 88 à Londres et qu'il avait été fou amoureux de cette jeune fille et qu'il avait jamais réussi à la retrouver et du coup elle va tout faire pour essayer d'aider ce vieux monsieur. Ils vont poser des affiches, ils vont faire plein de choses et c'était juste absolument trop chou, vraiment. J'ai adoré. En plus, il y a des sujets qui sont assez durs mais qui sont traités de manière très belle et très douce
avec beaucoup de, pas de pincettes, mais d'attention. Je dirais que c'est traité avec beaucoup d'attention. Il y a des personnages qui sont hauts en couleur, il y a cette relation intergénérationnelle que je trouve magnifique, il y a cette histoire d'amour avorté dans le bus qui est aussi absolument trop chou, et j'ai adoré ce livre, vraiment. Si vous aimez Londres en plus, parce que du coup on se balade dans Londres grâce à ce roman, vous allez adorer ce petit moment de douceur et de cocooning. Donc je vous le conseille, c'est un de mes romans préférés depuis que j'ai commencé le partenariat Nami cette année. Donc celui-ci, ne passez pas à côté. Le 9 avril, chez Stardust, va sortir la suite et fin d'une duologie. C'est donc la duologie House of Shadows, et le deuxième tome s'appelle Queen of Gods. Le premier tome c'était donc Daughter of Darkness, et c'est écrit par Katharine et Elisabeth Kor. Alors, moi j'avais beaucoup aimé ce premier tome, je l'avais trouvé vraiment très qualitatif. On a en fait un monde inspiré évidemment de la mythologie grecque, et en fait vous avez plusieurs castes dans chaque ville où les gens vont vénérer certains dieux, et puis dans d'autres villes ce sera d'autres dieux et compagnie. Et donc vous avez des castes de personnes qui sont dans, voilà, c'est pas ces sectes mais vous aurez compris. Et donc notre héroïne, elle est dans la maison d'Hadès, ce qui veut dire qu'elle a certains pouvoirs, elle a certaines habilités, et puis surtout elle doit vouer sa vie à la vénération de ce dieu, voilà. Et un jour en fait va leur être confiée avec d'autres personnes une mission un petit peu suicide pour aller récupérer une certaine personne aux enfers, personne qu'ils ne connaissent pas au début, et puis ils vont vite se rendre compte qu'en fait la personne qui les a mandatés n'est autre qu'Orphée. Et donc la jeune personne qu'ils doivent récupérer, c'est Eurydice. J'en dirai pas plus, mais juste j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu en lecture lors d'un vlog cet été, je vous le mets là, si jamais ça vous tente de voir mon ressenti sur cette lecture, parce que là je vous avoue que c'est quand même un petit peu flou, et je vous donnerai peut-être pas autant envie de lire le livre que dans mon vlog lecture, donc si jamais ça vous intéresse je vous le mets là. Moi en tout cas je lirai cette fin de saga cet été, et puis bah je serai très contente déjà parce que c'est une fin de duologie et parce que le premier tome était vraiment très cool. Le 9 avril chez Brajlon, il y a un titre qui m'a tapé dans l'œil mais je suis pas totalement sûre de moi. C'est La Petite Boutique au Sortilège, écrit par Sarah Beth Durst. Et pourquoi je vous dis que je suis pas totalement sûre de moi? Parce que c'est libellé comme romantaisie. Et je ne sais pas si c'est de la romantaisie avec beaucoup de smut ou pas. Si c'est le cas, je pense que je vais passer mon chemin. Si c'est pas le cas, ça a l'air d'être tourné un petit peu, en tout cas le résumé pour moi, comme de la cozy fantasy. Et franchement, ça me tente bien. On nous parle d'une comédie romantique avec des sortilèges, des roulades à la cannelle. Ça a l'air génial. En gros, on suit une héroïne qui travaillait dans un endroit avec tous les livres de sortilèges, sauf qu'il y a eu un feu ou une autre catastrophe, elle a sauvé quelques livres et elle a été obligée de retourner sur sa terre natale, où elle se rend compte que la ville est gérée par un tyran, que tout va mal, en gros vraiment tout va mal, et elle va ouvrir en secret la première boutique de sortilèges de la ville ou l'île ou je sais plus trop quoi. Et en fait quand je lis le résumé, quand je vois les influences et tout, pour moi ça me fait énormément penser à quelque chose de très cozy fantasy, et en même temps avec une comédie romantique. Et si on part sur ce postulat là, franchement ça a l'air très chouette. Par contre, si c'est rempli de scènes olé olé, je pense que c'est pas fait pour moi. Dès que j'ai la réponse, je vous dis, parce que moi ça m'intéresse et en même temps ça me fait peur. Mais dès que j'ai le fin mot de l'histoire, j'essaye de vous le dire. Le 10 avril, chez Cherche Midi, va sortir le 5e tome, je crois, du club des amateurs de romans policiers. Ça s'appelle Madame Winter est morte et c'est écrit par C.L. Larmer. Alors, le club des amateurs de romans policiers, pour rappel, ça se passe en Australie et on va suivre cette bande de passionnés de lecture d'Agatha Christie et des meilleurs rois et reines du crime qui vont décider de faire un club de lecture, et comme par hasard, quelque chose va se passer, ils vont devoir mener l'enquête, et donc là c'est leur 5e tome, donc leur 5e enquête. Ce que je trouve très chouette, c'est qu'on suit une variété de personnages. Alors il y a des membres qui rentrent, qui partent, qui rentrent, qui partent, mais on est toujours à peu près autour de 6 personnes, des fois plus, des fois moins, mais voilà, on est sur 6-7 personnes, et du coup ça permet d'avoir une espèce de rapidité quand même, puisqu'on change souvent de point de vue, qu'on a beaucoup de personnages à étudier, et du coup c'est pas très redondant parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, sachant qu'on a une diversité quand même de personnages principaux. Et donc moi j'aime beaucoup cette série. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais moi je la trouve vraiment très chouette. Alors objectivement c'est pas la meilleure série de l'année, mais je passe toujours un très beau moment, donc écoutez, moi je vais en tout cas lire cette 5e enquête et je vous en dirai des nouvelles. Le 10 avril les gars, va sortir le nouveau roman de Michiko Aoyama aux éditions Nami.
Il s'appelle Rencontre au parc Inoke, je crois que c'est Inoke. Et comme toujours avec Michiko Aoyama, c'est un roman plein d'amour, de douceur, de bienveillance, de petites choses du quotidien qui vous attend. Honnêtement, c'est un de mes préférés de ceux qu'elle a pu écrire. Pour moi, un jeudi saveur chocolat, c'est le meilleur. Et juste en dessous, il y a Rendez-vous au parc Inoke. Vraiment, je l'ai trouvé très qualitatif. Il est adorable. J'ai passé un excellent moment de lecture, vraiment, mais Michiko Aoyama, elle tape toujours juste. Et donc, comme d'habitude avec ces romans, et comme d'habitude avec beaucoup de romans de chez Nami d'ailleurs, vous allez avoir un endroit ou une personne qui va rassembler toutes les histoires. Ici c'est le parc Inoke, vous avez un hippopotame en statue qui va être un petit peu sorte de folklore local. Quand vous avez besoin d'être soigné, vous allez toucher la partie de l'hippopotame que vous avez besoin en fait de soigner, donc le pied, le cœur, la tête et compagnie. Et c'est réputé comme guérissant tous les maux. Évidemment c'est figuratif, mais ce sont de très belles histoires, toujours des petites choses du quotidien et je trouve ça bien parce que ça permet de vraiment s'identifier et de passer un bon moment et de relativiser sur certaines choses, de voir les choses d'un côté différent, là où dans beaucoup de romans contemporains francophones notamment, vous allez avoir surtout que des graves problèmes et du coup d'avoir ces petits problèmes du quotidien mais qui sont en petites nouvelles, donc du coup on n'a pas l'impression que c'est 300 pages pour pas grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que ce soit découpé en nouvelles, en fait c'est parfait parce que ça permet juste de se dire ah ok, de prendre du recul sur les choses, de s'identifier un petit peu aux situations sans avoir l'impression qu'on passe 300 pages à parler de pas grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment deux Nami à ne pas louper ce mois-ci, vraiment à ne pas louper. Le 17 avril chez Gulfstream encore va sortir le deuxième tome de la saga Demos. Ça s'appelle Le Prince en Terre et c'est écrit par Liz Chrysler. Pour rappel, dans cet univers, vous avez trois, on va dire, États, trois îles qui sont des royaumes qui se font un petit peu la guerre. Et donc chaque île ou État, ou voilà, chaque royaume est gouverné par une espèce de divinité. À Césarée, c'est Césarée. À Arthos, c'est un autre. Et au troisième royaume, voilà, c'est une autre divinité qui va pas les gouverner, mais qui va leur donner en fait des super pouvoirs entre guillemets. Par exemple à Césarée, vous avez la bénite Césarée qui a récupéré des pouvoirs qui lui permettent de faire des attaques de type bombe nucléaire, vous voyez, vraiment faire des gros dégâts. Donc si le premier tome était très inspiration romaine, inspiration vraiment gréco-romaine avec des paysages qui rappellent la Sicile, qui rappellent l'Italie, qui rappellent voilà des contrées où il fait chaud, avec des toges, avec voilà, vraiment on est énormément dans ces inspirations là. Dans le second tome, on va être plutôt sur des inspirations anglo-saxonnes. Et je dirais même plus irlandaises d'ailleurs, plus qu'anglo-saxonnes. Au vu des noms qui sont indiqués dans le résumé, on va être vraiment voilà, sur ces mythes celtes en fait, avec une inspiration clairement légende arthurienne. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout, je pensais que les royaumes seraient plus ou moins à peu près similaires et qu'on changerait pas autant d'inspiration, et en fait finalement si, on va vraiment passer plutôt dans la légende arthurienne. Je vous raconterai pas le résumé du tome 2 parce que sinon je vous spoil le tome 1, mais sachez que c'est une saga que j'ai vraiment adoré, idem, je crois que je l'ai lu cet été, donc je vous mets le vlog correspondant par ici. C'est vraiment trop chouette et en plus c'est original, ça déconstruit la façon de raconter un récit et c'était excellent, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir le tome 2. Je l'avais oublié malheureusement, mais évidemment le 3 avril va sortir également la réédition du tome 4 de la saga de The Bone Season. Je vous en parle depuis de nombreuses années de The Bone Season et d'autant plus là avec les rééditions. C'est une saga que je trouve vraiment très qualitative, je vous en parle là tous les mois parce qu'il sort tous les mois un nouveau tome. Je crois que le tome 5 est prévu pour mai. Sachez que moi j'aimerais bien faire une relecture de la saga à partir du mois prochain, donc à partir du mois d'avril sur mon Discord si jamais ça vous intéresse. Le lien est en barre d'infos et donc bah voilà, j'ai très envie de redécouvrir ces versions revisitées puisqu'elle ressort des nouvelles versions de ces romans puisqu'elle les a écrits il y a presque 15 ans et que pour elle, il y a des choses qui auraient pu être améliorées, il y a des choses qu'elle trouvait qui n'étaient pas aussi bien écrites qu'elle aurait voulu et du coup elle a décidé de réécrire voilà certaines parties de son histoire et de les ressortir et c'est dans ce cadre là que sort la réédition du tome 4. Moi j'ai juste trop hâte de me relancer dedans parce que je sais que j'avais adoré, j'avais juste trouvé que le tome 1 était un peu imbuvable quand on connaissait pas l'univers et du coup là de savoir qu'elle les a retravaillés, je suis très curieuse de voir comment elle l'a fait et si les nouveaux lecteurs sont moins perdus que les anciens lecteurs. Bref, rendez-vous en avril si ça vous intéresse. Et enfin le 23 avril va sortir un livre que j'ai déjà en anglais mais je vous en parlais
assez régulièrement. Il s'agit du préquel de la duologie 6 couronnes écarlates. Ça s'appelle Une éclatante malédiction, ça sort chez Rajo et c'est écrit par Elisabeth Lim. Et donc dans ce préquel on va suivre la belle-mère de notre héroïne de la duologie, cette belle-mère qui semblait posséder certains pouvoirs, et dans ce préquel on va explorer son passé, des choses qu'on apprend dans le tome 2 vont nous être révélées en bien plus détaillé et compagnie. C'est donc un livre qui pour moi est intéressant si on a adoré la duologie, mais qui n'est pas essentiel du point de vue où l'histoire commencée dans 6 couronnes écarlates se termine à la fin du 2e tome. Et donc si vous n'avez pas plus aimé que ça la duologie, je pense pas que lire ce préquel soit nécessaire, mais moi j'ai adoré cette duologie, donc je lirai ce préquel avec grand plaisir. Alors moi je l'ai déjà en anglais, mais je voulais quand même vous le présenter parce que même si je l'ai pas lu, c'est quelque chose qui m'intéresse, et ça, au-delà d'être sur ma wishlist puisque je l'ai déjà dans ma pile à lire, surtout c'est quelque chose que je vais lire et que normalement je dois lire d'ailleurs avant la fin du mois d'avril. Je suis censée le lire avant la fin du mois d'avril. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 19 mars. Tout va bien. Faudrait peut-être que je me mette un petit coup de pied aux fesses et que je revoie mes priorités sur cette fin mars, parce que là ça va être très compliqué. Bref, j'avais envie de vous en parler et de vous donner la date de sortie de ce préquel. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a un titre qui vous a plu, qui vous a tapé dans l'œil, ou alors même si votre titre le plus attendu du mois d'avril, je ne l'ai pas inclus dans cette sélection, n'hésitez pas à m'en faire part, puisque parfois, grâce à vos petits commentaires, je lis, je vais aller regarder les résumés, et puis je me dis, ah mais finalement celui-là il avait l'air bien. Parfois je le mets dans ma wishlist, et parfois c'est une très bonne lecture, et du coup je ne regrette pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire vos recommandations sur le mois d'avril, s'il y a vraiment un titre que vous attendez et que je n'ai pas présenté. Je vous remercie pour tout votre soutien, vidéo après vidéo, je vous le dis à chaque fois, mais en fait je suis obligée de vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous, toutes les choses que je fais sur cette chaîne et compagnie. Donc un grand merci. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, un petit pouce en l'air et un commentaire. D'ailleurs si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji pile de livres comme toujours pour ces vidéos. Et puis bah moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.